Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du régime de garantie des services des sociétés de gestion organisé par l'AMF et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Alors tout d'abord, quelques petits conseils techniques avant de présenter les intervenants. Vous pouvez vous connecter à ce webinaire en cas de problème à partir d'un PC, d'un téléphone ou d'une tablette. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation en cliquant sur l'onglet questions. Ça sera les questions seront regroupées, en fonction de, je dirais, de leur intérêt et de leur pertinence et seront traitées dans 2 séances dédiées au milieu du webinaire et à la fin. On essaiera dans la mesure du possible de répondre à un maximum de questions, mais voilà, pour avoir l'habitude de ce genre d'événement, on a toujours beaucoup plus de questions que ce que le temps imparti nous permet de traiter. Donc, on se permettra éventuellement, voilà, de je dirais, pas traiter certaines questions, mais on essaiera de faire au mieux. La présentation et le replay vous seront adressés à l'issue du webinaire. Pour cet atelier, donc moi je suis Didier Deléage, le directeur adjoint de la direction de la gestion d'actifs à l'AMF et je serai accompagné de Ségolène Michelon de la division expertise, de la direction de la gestion d'actifs, de Magali Boucheron qui est responsable de la gestion des adhérents au FGDR, de Michel Cadellano qui est membre du directoire du FGDR, d'Anthony Roquin, le président du directoire du FGDR et de Arnaud Schangel, le directeur financier du FGDR. Les sujets qui seront traités aujourd'hui, donc un ordre du jour relativement dense, puisqu'on commencera par vous rappeler le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit en fait ce régime de garantie. Et vous verrez qu'il est relativement dense, hein, puisqu'il trouve son origine dans plusieurs directives européennes. Le FGDR vous présentera ensuite son organisation, ses missions. À l'issue de ces deux premières présentations, nous aurons une première session de questions-réponses. Et dans la deuxième partie de cet atelier, nous aborderons les modalités de calcul des contributions et le format de la notification, ainsi que le calendrier des étapes restant devant nous. Le FGDR vous présentera les modalités de paiement et les mécanismes de relation à adhérents et nous conclurons cet atelier par une deuxième session de questions-réponses. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à Ségolène Michelon pour la présentation du cadre réglementaire. Merci Didier, bonjour à tous. Alors l'idée de cette première partie, c'est de vous présenter les principaux éléments, les éléments essentiels du dispositif réglementaire qui encadre ce mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion que nous vous présentons ce matin. Tout d'abord, quelques mots sur l'obligation d'adhérer à ce mécanisme de garantie et sur l'origine de cette obligation. C'est l'article L322-5 du code monétaire et financier qui impose, pour certaines SGP, d'adhérer à un mécanisme de garantie distinct du mécanisme de garantie des titres. Et ce mécanisme de garantie des titres, c'est un mécanisme existant auquel les prestataires de services d'investissement autres que les SGP adhèrent. Et donc ce mécanisme distinct auquel certaines SGP doivent adhérer, eh bien, c'est ce mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. Ce mécanisme de garantie, c'est un système qui permet d'indemniser des investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers qui leur appartiennent ou d'espèces qui leur appartiennent, mais on reviendra sur l'objectif même et sur le périmètre de cette garantie. Et ce mécanisme de garantie, c'est un mécanisme qui est géré par le FGDR et le cas échéant, donc en cas d'incident, en cas d'indisponibilité des instruments financiers et des espèces qui appartiennent aux investisseurs, eh bien, qui est mis en œuvre par le FGDR également. Heu, Cette obligation légale, donc qui est prévue aux articles L322-5 et suivants du code monétaire et financier, en réalité, c'est une obligation qui est issue de la directive OPCVM 3, et qui a été conservée ensuite dans la directive OPCM 4 et qui a été reprise par la suite dans la directive AIFM, puisque les articles 12.2b de ces deux directives européennes, donc OPCVM et AIFM, imposent par renvoi à la directive européenne 97/9 CE aux gestionnaires agréés pour certaines activités d'adhérer à un système d'indemnisation des investisseurs.
Et ces activités qui sont visées par les 2 directives européennes, ce sont, le service de gestion, de portefeuille individuel, le service de conseil en investissement, le service de réception et transmission d'ordre pour compte de tiers, ainsi que les activités de garde et d'administration, de parts d'OPC. Heu, Ce dispositif réglementaire donc qui est prévu aux articles L, 322-5 et suivants du code monétaire et financier et ce depuis 2007, hein, dans la partie législative du code monétaire et financier. En réalité, il n'a pas été finalisé à l'époque de la transposition de ces 2 directives européennes OPCVM et AIFM, puisque pour cela, il manquait d'une part un arrêté d'application qui devait apporter un certain nombre de précisions, notamment sur, la mise en œuvre du mécanisme de garantie ainsi que les conditions, de mise en œuvre, du mécanisme de garantie. Et puis d'autre part, une décision de l'AMF devait, être prise pour arrêter les modalités de calcul, aux contributions que les SGP devaient verser à ce mécanisme de garantie. Alors pourquoi, ce dispositif réglementaire n'avait pas été finalisé à l'époque, lors de la transposition des 2 directives? Eh bien, en raison du faible risque, de mise en œuvre de la garantie, compte tenu du fait, mais on y reviendra, que la garantie couvre principalement des cas de fraude et des situations qui sont quand même relativement théoriques. Toutefois, les travaux réglementaires ont repris en 2022. Hem, Parce que certaines SGP, ont rencontré certaines difficultés dans le cadre, de leur demande de passeport pour fournir des services d'investissement en libre établissement ou en libre prestation de services dans certains États membres, puisque certains États membres et précisément, l'Allemagne et le Danemark, sont allés jusqu'à refuser, certaines demandes de passeport, hem, en libre établissement ou en libre prestation de services au motif que ces SGP n'adhéraient pas à un système, d'indemnisation des investisseurs. Donc face à ces difficultés, pour débloquer, ces demandes de passeport, eh bien, il était nécessaire, de reprendre les travaux réglementaires pour se conformer aux directives européennes, au PCVM et à IFM. Donc ce qui fait qu'entre 2022 et 2025, le dispositif réglementaire a été finalisé. Avec tout d'abord en 2022 la publication de l'arrêté d'application du 5 août 2022 qui apporte un certain nombre de précisions, mais on y reviendra, sur le champ d'application, le périmètre couvert, hem, les conditions de mise en œuvre de la garantie. Ensuite, en 2024, plusieurs arrêtés ont été mis à jour, arrêtés relatifs aux ressources et à la gouvernance du FGDR pour tenir compte justement de ce nouveau mécanisme, de garantie prévu pour les SGP et puis aussi pour arrêter certaines dispositions transitoires, relatives à la première élection du représentant des SGP au conseil de surveillance du FGDR. Et puis enfin, cet été, l'AMF a publié sa décision, numéro 1000 du 4 juillet 2025 qui vient arrêter les modalités de calcul des contributions que les SGP, doivent verser au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. Cette décision, vous pouvez la retrouver sur Légifrance puisqu'elle a été publiée, au Journal officiel et elle a été prise sur avis préalable du FGDR. Alors, qui sont les SGP concernés? Donc autrement dit, quel SGP adhère à ce mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion? Eh bien, ce sont les SGP françaises qui sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement. Qu'il s'agisse du service d'investissement de réception-transmission d'ordre pour compte de tiers, qu'il s'agisse du service de conseil en investissement ou qu'il s'agisse du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris si la gestion du portefeuille a été déléguée à un tiers et y compris si la gestion est effectuée par délégation. Adhèrent également au FGDR les SGP françaises qui ont une activité de tenue de registre au nominatif, que ce registre soit tenu au nominatif pur ou administré. Registre sur lequel la SGP inscrit les parts ou actions, d'OPC qu'elle gère, que cette gestion, soit effectuée en direct par la SGP ou, que cette gestion soit déléguée à un tiers. Ici, par OPC, on entend les OPCVM français
ou étrangers, ainsi que les FIA par nature français, donc par exemple de type OPCI, SCPI, FCPR, et donc sont donc exclus les autres FIA français ainsi que les FIA de droit étranger. Les SGP, donc qui sont dans le champ d'application qu'on vient de voir, elles adhèrent de plein droit au FGDR et ce depuis le 5 août 2022, donc qui est la date de l'arrêté d'application. Donc pour adhérer au FGDR, il n'y a pas de formalité particulière, du côté des SGP, puisque c'est l'AMF, sur la base des informations dont elle dispose, mais on on précisera ceci un peu plus loin dans le cadre de ce webinaire. Donc c'est sur la base des informations dont elle dispose que l'AMF détermine, la liste des SGP adhérentes au FGDR. Alors, quel est l'objectif même, du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion? L'objectif, de ce mécanisme, c'est de permettre d'indemniser et le cas échéant, c'est le FGDR, hein, qui indemnise en cas de mise en œuvre de la garantie. C'est d'indemniser les investisseurs éligibles et on va revenir juste après sur qui sont ces investisseurs éligibles. Lorsque la SGP, dans le cadre des services d'investissement qu'elle fournit ou dans le cadre de son activité de tenue de registre au nominatif, donc sur lequel elle inscrit les parts ou actions d'OPC qu'elle gère, lorsqu'elle n'est pas en mesure de restituer des instruments financiers qui appartiennent aux investisseurs ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de rembourser des espèces qui appartiennent aux investisseurs. Quand je dis que la SGP n'est pas en capacité de restituer ou de rembourser les instruments financiers ou les espèces, c'est pour des raisons liées à sa situation financière, donc c'est lorsque la SGP est en cas de défaut. Euh, Cette incapacité de restitution ou de remboursement, elle peut être constatée dans le cadre, bien évidemment des activités fournies par les SGP qui sont dans le champ d'application, donc SGP adhérentes ou FGDR, mais également dans le cadre des activités fournies par ces éventuelles succursales établies en France ou dans l'espace économique européen. Hem, L'arrêté d'application du 5 août 2022, apporte des précisions sur le périmètre, des instruments financiers et des espèces qui sont couverts par la garantie, puisque sont couverts, premièrement, les instruments financiers, donc qui sont les instruments financiers définis à l'article L211-1 du Code monétaire et financier, ainsi que les espèces qui sont détenus par la SGP pour le compte de l'investisseur en violation de l'interdiction faite par la loi aux SGP de recevoir de leurs clients des espèces ou des titres. Donc ici, on est dans un cas de fraude. La SGP a reçu de son client des instruments financiers ou des espèces alors que la loi le lui interdit. Deuxième cas qui est couvert, ce sont les parts ou actions d'OPC gérées par la SGP, inscrites en compte au nom de l'investisseur, donc sur les registres qu'elle tient au nominatif, et que la SGP ne peut pas restituer à l'investisseur parce qu'elle a fraudé ou parce qu'il y a sur le registre une anomalie qui fait que la SGP ne peut pas restituer les titres en question, les parts ou actions d'OPC qui sont indisponibles. Et troisième cas, qui est couvert par la garantie, ce sont les instruments financiers gérés par la SGP au nom de l'investisseur dans le cadre, de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers et que la SGP ne peut pas restituer à l'investisseur pour des raisons frauduleuses, donc par exemple parce qu'elle a détourné les titres qui sont conservés, chez le TCC. Donc ce qui reste un cas, très, très théorique. Lorsque la SGP fait l'objet d'un retrait d'agrément, d'une radiation ou d'une perte de son autorisation pour fournir tout ou partie de ses activités, les instruments financiers et les espèces qui appartiennent à l'investisseur au moment de cette prise d'effet de retrait d'agrément, de radiation ou de perte d'autorisation, eh bien, restent couverts par la garantie. Alors, qui sont les investisseurs éligibles? Eh bien, ce sont les investisseurs non professionnels ainsi que les investisseurs professionnels à l'exception toutefois, de certains investisseurs institutionnels qui sont listés de manière exhaustive au grand 2 de l'article L312-4-1 du Code monétaire et financier.
Donc, ces investisseurs institutionnels qui sont exclus du bénéfice de la garantie, ce sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement. Et pour ces établissements que je viens de citer, ce sont pour les opérations qu'ils ont effectuées en leur nom et pour leur compte propre. Et puis, notamment, sont exclus du bénéfice de la garantie, les entreprises d'assurance, les OPC, l'État, les collectivités territoriales, et cetera. On vous a remis telle quelle la liste telle qu'elle est, fixée au grand 2 de l'article L312-4 du Code monétaire et financier, qui est d'ailleurs la même liste, pour, le mécanisme de garantie des dépôts ou encore le mécanisme de garantie des titres. Tous les investisseurs éligibles sont concernés, peu importe leur nationalité et peu importe le territoire dans lesquels, ils sont domiciliés. L'arrêté d'application du 5 août 2022, apporte des précisions sur les bénéficiaires de la garantie. Donc les bénéficiaires, ce sont bien évidemment les investisseurs éligibles, que je viens de mentionner, à qui la SGP adhérente fournit un service d'investissement ou pour lesquels elle inscrit sur ses registres nominatifs les parts ou actions d'EPC qui appartiennent à ces investisseurs éligibles. Et puis, l'arrêté d'application identifie également, 2 types d'ayants droit qui ne sont pas en relation directe avec la SGP, mais pour autant qui peuvent bénéficier de la garantie parce que ce sont les bénéficiaires réels de la garantie. Le premier cas qui est identifié, c'est, le propriétaire domicilié à l'étranger de parts ou d'actions d'OPC de droit français qui sont inscrites sur le registre tenu au nominatif par la SGP adhérente et non pas au nom du propriétaire de parts, mais au nom d'un intermédiaire inscrit qui agit, pour le compte de ce propriétaire de parts. Et le deuxième cas qui est identifié dans l'arrêté, c'est le cas de l'investisseur qui a donné un mandat de gestion à un psy, qui a délégué l'exécution de ce mandat à une SGP adhérente, qui elle-même n'a pas pu restituer, les titres, à l'investisseur. Ce même arrêté d'application, fixe un plafond d'indemnisation par investisseur et qui vaut également pour les ayants droit. Hem et dans la mesure où, on l'a vu, le mécanisme de garantie vise à couvrir des cas qui sont relativement théoriques, l'objectif, c'était d'éviter de faire peser un coût excessif sur les SGP, donc dans le cadre des contributions qu'elles devront verser annuellement au FGDR. Et c'est pourquoi le plafond d'indemnisation par investisseur qui a été retenu, eh bien, c'est le plafond d'indemnisation minimum fixé par, la directive européenne 97/9 CE, directive, je vous le rappelle, à laquelle les 2 directives OPCVM et AIFM renvoient. Ce plafond d'indemnisation par investisseur, il s'applique de façon cumulée aux instruments financiers et aux espèces qui appartiennent à un même investisseur, qu'une même SGP n'est pas en mesure de leur restituer ou de leur rembourser et ce, quel que soit le nombre de relations contractuelles de ce même investisseur avec cette même SGP. Hem, Lorsqu'une incapacité de restitution est constatée chez une SGP, donc de incapacité de restitution d'instruments financiers. Ces instruments financiers sont évalués à leur valeur vénale en euros à la date, du constat d'incapacité de restitution. Et puis, lorsqu'il est question d'instruments financiers ou d'espèces qui sont libellées dans une devise autre que l'euro, eh bien, ces instruments financiers ou ces espèces sont convertis en euros en appliquant le taux de change du jour du constat d'incapacité de restitution. Quelques mots sur la procédure de mise en œuvre de la garantie, qui est précisée dans l'arrêté d'application du 5 août 2022. La garantie, elle est mise en œuvre sur demande de l'AMF. Donc, tout d'abord, c'est l'AMF qui constate qu'une SGP adhérente n'est plus en mesure financièrement de restituer ou de rembourser, et ce, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les espèces couverts par la garantie qui appartiennent à un ou plusieurs investisseurs. Et dans les 5 jours ouvrables après ce constat, eh bien, elle demande au FGDR de mettre en œuvre la garantie. Heu, Après ce constat, établi par l'AMF, l'ASGP transmet ensuite un certain nombre d'informations au FGDR, informations qui seront nécessaires au calcul des indemnisations et le contenu, de cette information ainsi que les modalités et les délais de leur transmission, eh bien, sont déterminés par le FGDR.
Le FGDR indemnise ensuite, le cas échéant, les investisseurs concernés dans les 3 mois à compter de la date du constat d'incapacité de restitution qui est établi par l'AMF, sachant que ce délai peut potentiellement, le cas échéant, être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsqu'il est question d'ayants droit, donc bénéficiaires réels de la garantie, eh bien, les sommes qui leur reviennent sont versées aux personnes bénéficiaires au sens de l'arrêté du 5 août 2022, c'est-à-dire dans les 2 cas qu'on a vus, donc dans le premier cas, l'intermédiaire inscrit et dans le deuxième cas, le psy, qui a délégué la gestion, du portefeuille individuel à la SGP adhérente, charge à ces 2 personnes de reverser ensuite, les sommes aux ayants droit. Ce même arrêté d'application, hem, prévoit une information à la charge des SGP adhérentes au FGDR, puisque ces SGP doivent fournir aux investisseurs, ainsi qu'à toute personne qui en ferait la demande, toute information utile sur ce mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, et cette information doit à minima préciser, le plafond d'indemnisation, donc qui est de 20 000 €, on a vu, le périmètre, de la couverture. Cette information doit préciser que, la garantie n'a pas pour objet de garantir la valeur des instruments financiers qui appartiennent aux investisseurs, mais qu'elle a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs espèces. Et puis, si le mécanisme devait faire l'objet d'une éventuelle modification, eh bien les SGP adhérentes, devraient en informer, les investisseurs. Hem, dans la mesure où, l'arrêté n'apporte pas de précision sur le canal de diffusion de cette information, vous pouvez tout à fait diffuser cette information sur le site internet de votre SGP. Et pour finir, un point d'attention, sur l'usage de cette information. En aucun cas, les SGP adhérentes ne peuvent utiliser cette information à des fins publicitaires. Et un mot pour finir sur les ressources financières du FGDR, même si c'est une thématique qui sera, précisée et développée ultérieurement dans le webinaire. La loi prévoit que les SGP adhérentes procurent au FGDR les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions, ce qui implique pour les SGP adhérentes de verser une fois par an au FGDR, et ce pour la première fois à compter de fin 2025, un montant qui se compose d'une part d'une contribution qui permettra de constituer la réserve disponible en cas de mise en œuvre de la garantie, donc c'est-à-dire en cas, d'indisponibilité, des instruments financiers et des espèces éligibles qui appartiennent à un investisseur. C'est cette réserve qui permettra d'indemniser, lesdits investisseurs, et ce montant se compose d'autre part d'une cotisation qui vient couvrir la quote-part des coûts de fonctionnement du FGDR relative à la garantie des services des sociétés de gestion. Le montant global de ces contributions et de ces cotisations, il est arrêté annuellement par le FGDR et il est ensuite réparti entre chaque SGP selon les modalités de calcul qui ont été arrêtées dans la décision, de l'AMF du 4 juillet 2025. On reviendra plus amplement sur ces modalités de calcul ultérieurement, et il faut savoir aussi qu'à côté de ces contributions et de ces cotisations, le mécanisme de garantie est aussi alimenté sera aussi alimenté par le montant, des sanctions pécuniaires qui seraient prononcées par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre des SGP adhérentes, et ce, en application de la loi. Merci, bonjour à tous. Anthony Requin, président du directoire du FGDR. Donc, je prends la parole pour une courte présentation de l'institution. L'objectif, c'est un peu de vous familiariser avec le FGDR, puisque nous allons être un interlocuteur régulier des SGP dans le cadre de mise en œuvre de ce mécanisme. Voilà, le FGDR, c'est un opérateur de crise bancaire et financière qui a été institué par la loi en 1999, donc qui a qui a plus de 25 ans d'existence à présent, et qui a en charge la gestion de 4 mécanismes
la garantie des dépôts, la garantie des titres, la garantie des services des sociétés de gestion dont nous venons de parler et également la garantie des cautions. Donc la garantie des dépôts, c'est celle qui est la plus connue, hein. Elle protège les dépôts et les livrets de la clientèle d'un établissement disposant d'une licence bancaire. Il y a 327 adhérents, vous voyez, à la garantie des dépôts. La garantie des titres, hein, garantie des investisseurs qui couvre donc les titres financiers et les comptes espèces associés de l'investisseur qui sont détenus par donc un investisseur. Lorsque le prestataire de services d'investissement auquel il a recours n'est pas en mesure de les lui restituer. Et on a un peu le pendant avec donc la garantie des services de gestion qui vient de vous être présentée et qui couvre l'incapacité d'une société de gestion à restituer les titres et les sommes associées qui auraient été confiées à cette société de gestion par un épargnant. Et cette garantie des sociétés de gestion, donc elle couvre potentiellement 705 adhérents, donc c'est près de 3 fois plus que la garantie, 2 fois plus que la garantie des titres. Et la dernière garantie dont nous avons la charge, c'est la garantie des cautions qui est moins connue, mais qui couvre les engagements de caution réglementés, qui sont délivrés obligatoirement par un établissement bancaire ou financier en faveur de certaines professions. Donc là, on fait référence à des agents immobiliers, des professionnels du voyage, des promoteurs, pour garantir la bonne fin des projets qui leur sont confiés par leurs clients. Donc la gestion de ces différents mécanismes donc permet au FGDR, disons, de mutualiser un certain nombre de ressources et de dispositifs opérationnels au profit des adhérents. Si on regarde la mission du FGDR, c'est un triple mandat. Donc il faut se rappeler dans cette slide, le FGDR peut intervenir de manière préventive dans le cas où un établissement serait en difficulté. On verra plus tard, elle ne le fait pas de son propre chef, elle le fait à l'initiative des autorités de supervision. Donc on peut penser à la CPR, par exemple, en matière bancaire. Elle peut naturellement intervenir en indemnisation lorsqu'une société est en défaillance et dans l'incapacité soit de restituer, comme nous l'avons vu dans le cas des titres ou des sociétés de services de gestion, les titres et espèces associées à l'épargnant, ou bien dans le cas d'un établissement bancaire ne peut pas restituer les dépôts qui sont faits par la clientèle. Enfin, elle peut également intervenir en résolution en matière bancaire. Le cadre juridique du FGDR, cela vous a été rappelé, il y a les directives européennes, donc DGSD2 pour les dépôts, ICS pour les titres et les services de société de gestion. Tout ça a été transposé dans les articles du Code monétaire et financier et les arrêtés d'application qui en découlent. Le règlement intérieur du FGDR qui fixe certaines dispositions relatives à la gouvernance et qui est approuvé par décret du ministre en charge de l'économie est également fait partie de notre cadre juridique. Enfin, il y a la jurisprudence, je fais référence à un arrêt du Conseil d'État de 2021 qui a qualifié le FGDR comme un organisme privé établi par la loi et chargé de missions de service public. Si on s'intéresse maintenant à la gouvernance et un petit peu à l'organisation du FGDR, la gouvernance elle est assurée par un directoire et un conseil de surveillance. Donc le directoire, c'est moi-même et Michel Caledano que vous allez entendre tout à l'heure. Ce directoire dirige le FGDR et les 5 directions que vous voyez à votre écran. Donc une direction financière pour gérer les réserves, une direction juridique, une direction des opérations pour intervenir en cas d'indemnisation ou d'intervention préventive, une direction des risques et une direction de la communication. Et le FGDR s'appuie sur, disons, puisqu'il n'y a pas des crises et on le souhaite tous les jours, mais le FGDR doit être en mesure de démultiplier son action à partir d'équipes, je dirais, relativement réduites sur un plan numérique, au travers de prestataires d'une
d'un écosystème de prestataires qui peuvent intervenir en cas de sinistre et d'indemnisation, puisque nous avons de par la loi des contraintes temporelles assez strictes, assez fortes. 7 jours s'agissant de la garantie des dépôts, 3 mois quand il s'agit de la garantie des titres ou de la garantie des services sociétés de gestion. Et donc, il faut pouvoir agir relativement rapidement. Et quand il y a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'épargnants ou de déposants impliqués, il faut pouvoir agir vite. Et donc, le FGDR s'appuie sur cet écosystème de prestataires, prestataires informatiques, prestataires de centres de contact, de centres de traitement, de numérisation pour la gestion de la documentation et d'éditique pour pouvoir adresser des lettres chèques aux déposants. Donc tout cet écosystème qui permet au FGDR de tenir sa mission. Ça, c'est pour le FGDR et ses équipes et son écosystème. Peut-être un mot sur son conseil de surveillance, qui est assez particulier puisqu'il est unique pour l'ensemble des garanties couvertes par les missions du FGDR. Le conseil de surveillance est aujourd'hui composé de 13 personnes. 7 sont des membres de droit qui sont nommés parmi les institutions adhérentes à la garantie des dépôts et qui contribuent de manière la plus massive à ce mécanisme. Et puis, il y a donc, ils sont au nombre de 7, et puis il y a 6 membres élus. Donc, on a mis des petites indications pour indiquer qu'ils sont élus soit au titre et par les adhérents de la garantie des dépôts, soit au titre et par les adhérents de la garantie des titres, ou de la garantie des cautions, ou de la garantie des services des sociétés de gestion. Et au titre de ce dernier mécanisme, nous avons donc organisé des élections au mois de mai-juin dernier, élections qui se sont soldées par l'élection donc d'un membre du collège des adhérents à la garantie des services sociétés de gestion, en la personne de la société Ivo Capital Partners, donc représentée par Madame Marion Bougel, donc élue depuis juin 2025 et qui a participé au premier conseil de surveillance du FGDR. Peut-être un mot sur l'organisation peut-être des pouvoirs au sein entre le directoire et le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est là pour exercer sa surveillance sur la gestion par le directoire du FGDR. C'est le directoire qui a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte du FGDR et dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, dans sa mission, approuve les budgets, les comptes annuels, choisit les commissaires aux comptes et peut-être de manière plus intéressante pour vous, c'est le conseil de surveillance qui détermine les montants ou les taux de contribution des adhérents aux différents mécanismes, de manière à permettre au FGDR de réaliser, d'assurer les missions qui lui sont confiées par la loi. Alors, une observation peut-être sur les règles de vote au sein de ce conseil de surveillance. C'est ce que disent les textes, même si en pratique, la plupart des décisions sont prises à l'unanimité, mais il y a toujours la possibilité d'instituer un vote en cas de divergence sur certaines questions. La règle, c'est la majorité simple avec prépondérance des voix du président du conseil. Chaque membre du conseil dispose d'un nombre de voix égal au poids total de ses contributions financières ou de celles de ses adhérents qui l'ont élu en tant que représentant. Donc ça, c'est la règle générale. Et il y a des particularités puisque pour certaines décisions, en particulier la détermination du montant ou du taux de contribution à un mécanisme, chaque membre du conseil dispose du même poids, donc un membre au conseil, un vote. Et enfin, c'est une autre dernière subtilité, c'est que pour certaines décisions qui peuvent concerner uniquement un mécanisme spécifique, je pense par exemple aux interventions préventives dans le cas de la garantie des dépôts, seuls prennent part au vote et à la décision les membres de droit et les membres élus au titre de la garantie concernée. Voilà, le paysage ne serait pas tout à fait complet si je ne mentionnais pas également la présence au sein du conseil de surveillance d'un censeur. Alors,
de manière un peu contre-intuitive, il n'est pas là pour censurer, puisqu'il n'a pas de voix délibérative dans les délibérations. C'est un représentant qui est nommé par le ministre en charge de l'économie. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est le représentant du directeur général du Trésor qui siège à nos conseils, mais qui ne vote pas. Voilà, cette slide illustre ce que je vous disais sur la répartition des voix, enfin des pondérations de voix par mécanisme et tout mécanisme confondu dans le cas où il y aurait des décisions qui nécessitent disons, la prise en compte des votes, même si en pratique, de ce qu'il été permis d'observer, en règle générale, les décisions sont prises par consensus, et, voire à l'unanimité. Donc, comme je vous l'ai dit, juste sur les décisions prises par le conseil de surveillance, il y a une particularité dans la gouvernance du FGDR, ce qui est qu'un certain nombre de décisions ne peuvent être prises qu'après l'aval ou l'avis conforme des autorités de supervision. C'est une organisation assez spécifique, mais qui rend bien compte de la nature du FGDR, qui est un organisme privé, avec une gouvernance privée, comme vous venez de le voir, des membres élus qui sont des dirigeants effectifs d'institutions financières. Et en même temps, donc un organisme qui est chargé de mission de service public et qui, à ce titre, voit que certaines de ces décisions doivent être confirmées par les autorités. C'est ce qu'on a essayé de restituer dans cette slide. Donc, pour la garantie des dépôts, c'est la CPR qui va venir donner son avis conforme aux cotisations de fonctionnement ou au taux au montant de contribution décidé pour alimenter les réserves de chaque mécanisme. En garantie des cautions, c'est également la CPR. En garantie des titres, c'est conjointement la CPR et l'AMF qui doivent donner leur avis conforme. Et enfin, en garantie des services et sociétés de gestion, c'est l'AMF seul. Il faut savoir qu'en cas de désaccord entre une décision qui est prise par le conseil de surveillance du FGDR et l'avis conforme qui est rendu par l'autorité de supervision, en cas de désaccord, c'est l'avis des autorités de supervision, des autorités compétentes qui prévalent in fine. Voilà. Inversement, certaines décisions des autorités de supervision font l'objet d'un avis, mais d'un avis préalable du FGDR, mais qui est un avis simple du conseil de surveillance, comme par exemple la décision numéro 1000 qui a été prise par l'AMF récemment, qui détermine les conditions, les contributions, le mode de calcul des contributions individuelles des adhérents. Voilà, enfin, les autorités de supervision, ACPR ou AMF, sont toujours à l'initiative des interventions du FGDR, que ce soit en cas d'indemnisation ou de résolution ou en cas d'intervention préventive. Je passe la parole à présent à Michel Cadeno pour aborder les questions relatives aux ressources et au budget. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, un fonds de garantie a besoin de ressources financières pour le jour venu être activé et fonctionner. C'est le cas bien sûr de nos 4 garanties. S'agissant du mécanisme de garantie de services de gestion, tout comme son grand frère, le mécanisme de garantie des titres, la loi prévoit 2 natures possibles d'alimentation de ces fonds de garantie. Alors tout d'abord, l'alimentation par la contribution des adhérents, qui peut prendre 2 formes. Une contribution ex ante, qui correspond à effectivement une alimentation régulière au fil des années, progressive. Et puis, si on est amené à constater que le fonds serait insuffisant pour couvrir une indemnisation, alors on pourrait lever des contributions exceptionnelles qu'on qualifie de ex post. Voilà, donc ça, c'est les contributions des adhérents. D'un autre côté, comme ça a été déjà précisé plus haut, la loi prévoit que le montant des sanctions pécuniaires prononcées par l'AMF pourrait alimenter ce mécanisme-là. Alors là, on est plutôt sur des chroniques moins prévisibles, mais ces deux alimentations peuvent concourir à effectivement cet abondement des ressources financières. Ce qu'il est important de préciser, c'est que, comme vous l'avez vu, nous détenons plusieurs mécanismes dans plusieurs fonds, mais les ressources ne sont pas fongibles. Il y a une stricte
compartimentation entre tous ces fonds de garantie, donc les ressources ne sont pas mutualisables pour des raisons qui sont aisées à comprendre. Alors, une fois qu'on a constitué les réserves financières, on est tenu de les gérer et notre souhait, c'est de les gérer de façon la plus exigeante possible avec, je crois que, avec effectivement un objectif de sécurité, c'est-à-dire qu'un fonds de garantie ne peut subir de pertes et une liquidité. On a besoin en général des fonds en quelques jours, voire en quelques heures. C'est la raison pour laquelle le conseil de surveillance du FGDR a écrit et défini une politique d'allocation stratégique qui exclut les poches actions, qui bien sûr prévoit un placement centralisé au Trésor, puisqu'une ordonnance du 2 décembre 2020 impose au FGDR de déposer au minimum 75%, enfin 75% du total des actifs du 31 décembre de l'année précédente, et on s'y conforme évidemment. Et puis on a deux lignes, un contrat de capitalisation et des placements obligataires. Ces derniers sont très sécuritaires puisqu'effectivement, la notation Standard & Poor's minimale est triple B. Une fois qu'on détient des ressources financières, on n'a pas un mécanisme puisqu'il faut aussi une organisation des systèmes d'information et on a besoin pour cela d'un budget de fonctionnement. Alors, sur les années précédentes, la moyenne des frais de structure du FGDR, tous mécanismes confondus, s'élève à 6 millions d'euros. On retrouve dans ces frais de structure des frais qui sont des frais fixes, en général, mais pas toujours, des frais transversaux et communs à tous les mécanismes, mais aussi des frais spécifiques à chacun des mécanismes. Alors, les frais de structure sont couverts par le biais d'une cotisation annuelle. Hein, tout à l'heure, on parlait d'une contribution pour l'abondement du fonds de réserve. Là, on parle de la cotisation annuelle de fonctionnement, qui est de nature différente et qui est payée par les adhérents des différents mécanismes. Cette cotisation, est définie par une clé de répartition analytique qui représente les coûts exposés par chacun des mécanismes. Et pour la garantie des services de société de gestion, elle est en 2025 de 8%. Cette clé est amenée à évoluer en fonction des projets mis en œuvre, mais aussi des modalités de gestion et des activités inhérentes à chacun des mécanismes. Merci beaucoup, Michel. Je pense que nous arrivons maintenant à notre première session de questions-réponses. Alors, nous avons beaucoup de questions, ce qui n'est pas très surprenant. Je vais peut-être commencer par par la dernière, en fait, qui concerne directement le FGDR, puisqu'on a une question d'une société de gestion qui indique avoir reçu récemment une demande de mandat de prélèvement SEPA et qui demande si cette communication vient bien du FGDR dans un contexte où voilà, il convient d'être prudent sur les communications qui sont reçues par mail. Je ne sais pas si vous voulez confirmer que cette communication vient bien de vous. Oui, bonjour, donc je suis Arnaud Changel, je suis avec Magali Bouston, que vous voyez aussi, qui sera votre ou est votre contact pour, les mandats de prélèvement. Donc je vous confirme effectivement qu'on a envoyé, des mandats le 1er septembre, une demande de mandat de prélèvement. On aura toute une présentation derrière pour vous expliquer un peu, l'intérêt de ce mode de règlement, mais je vous confirme que c'est bien le cas et l'adresse qui est utilisée, c'est adhérent@garantiedesdépôts.fr. Donc c'est bien, ça vient bien de chez nous et on vous enverra d'ailleurs une relance, cet après-midi pour, vous reconfirmer, pour ceux qui n'ont pas encore fait le besoin pour nous d'avoir des mandats de prélèvement. OK, merci beaucoup Arnaud. Alors il y a beaucoup de questions qui concernent l'AMF, en fait, dans les questions qui ont été posées, dont des questions sur le périmètre d'adhésion, sur le périmètre d'indemnisation. Je vais peut-être essayer de resynthétiser voilà, en rappelant les différents périmètres. Alors il faut distinguer, je dirais, les conditions qui font qu'une société de gestion de portefeuille est adhérente au régime de garantie des services des sociétés de gestion, et ces conditions d'adhésion touchent au fait d'être agréé pour fournir un service d'investissement, quelle que soit la typologie de clientèle à laquelle vous fournissez ce service d'investissement, ou alors c'est et ou, hein, si vous faites les 2, vous êtes dedans aussi, ou le fait de tenir des registres nominatifs
de parts de PC. Là encore, quelle que soit la typologie de clientèle. Donc si vous faites l'une ou l'autre de ces 2 choses, vous êtes, de droit adhérente, au régime de garantie des services des sociétés de gestion. Alors, il y a effectivement des sociétés de gestion qui ne font ni l'un ni l'autre. Il y a des sociétés de gestion qui sont agréées, par exemple, uniquement au PCVM, par exemple, qui ne sont pas agréées pour faire de SI et qui ne tiennent pas de registre. Celles-là ne sont pas adhérentes. Mais quand on regarde le nombre total de sociétés de gestion, il y a à peu près une petite vingtaine de sociétés de gestion qui ne sont pas dans l'un ou l'autre des critères. Donc la très grande majorité des sociétés de gestion de portefeuille sont adhérentes au régime de garantie des services des sociétés de gestion. Ensuite, deuxième chose, si on s'intéresse à la base sur laquelle les, cotisations, alors je ne parle pas des frais de fonctionnement, mais juste de la partie, ouais, de la partie cotisation pour, constitution de la provision du côté du FGDR. La manière les assiettes sur lesquelles ces cotisations sont appelées, c'est des assiettes qui sont prévues par la loi, hein, par l'article L 322-9, qui indique que, les assiettes de cotisation, c'est d'une part le montant, des actifs qui sont gérés sous mandat pour les clients qui sont couverts par le FGDR, c'est-à-dire en excluant en fait les clients institutionnels comme par exemple les banques agissant pour compte propre, et la partie tenue de registre individuel, de part de fonds, de la même manière pour les clients qui sont couverts par le FGDR. Donc il se peut très bien que, si votre établissement, par exemple, n'exerce que des services de gestion sous mandat heu, pour des clients institutionnels au sens du FGDR qui ne sont pas couverts par la garantie, que vous soyez adhérent au FGDR, mais que vos assiettes de cotisation, au titre de la provision soient nulles. Dans ces cas-là, vous ne serez assujetti qu'aux, cotisations pour frais de fonctionnement et vous n'aurez pas d'appel en cotisation sur la partie provision. On va revenir d'ailleurs, dans la à la fin de cette session de questions-réponses. Le sujet suivant, c'est précisément les étapes de calcul de cotisation. Et le dernier point important, hein, c'est qui sont les clients qui sont couverts, par la garantie? Bah, c'est les clients précités qui sont du coup pas des clients institutionnels, dans la limite d'un plafond de 20 000 € par client, et c'est important, c'est le montant qui est fixé par l'arrêté du 5 août 2020 qui venait finaliser le régime. Voilà, donc voilà, on avait plusieurs questions sur une société de gestion de FI avec une clientèle institut. Est-ce qu'elle est concernée? Oui, elle est concernée, et si elle a uniquement une clientèle institutionnelle, attention, le code monétaire et financier, dans la liste des clients qui sont couverts par le FGDR, ça n'est pas la distinction professionnelle, non professionnelle de la MIF. C'est une autre distinction, donc il y a un petit peu plus de clients qui sont couverts que les 5 clients non professionnels. Voilà, on vous invite à vous référer à la loi pour vérifier que, votre clientèle ou tel client est couvert ou pas, et donc si vous avez ou pas à le mettre dans, je dirais les assiettes, de cotisation que vous déclarez, puisque c'est sur la base des chiffres qui sont déclarés par les sociétés de gestion que les calculs vont être effectués. Alors, autre question, on a une question qui concerne toujours l'AMF sur, l'information, en fait, l'obligation d'information sur l'existence du régime. Alors on a 2 questions là-dessus. Une première question qui demande si la publication sur, l'existence du régime sur le site internet est obligatoire ou seulement en cas d'événement. Alors oui, elle est obligatoire et pas seulement en cas d'événement. Alors je vais peut-être revenir sur la notion d'événement pour bien clarifier. Ce régime est un régime de garantie, c'est pas un régime d'assurance. C'est-à-dire que si une société de gestion qui détiendrait par exemple irrégulièrement des titres ou espèces appartenant à ses clients n'était pas en mesure de lui restituer, il faudrait d'abord la responsabilité première pour la restitution ou l'indemnisation des clients serait sur la société de gestion. Il n'y a que si la société de gestion était dans une situation, par exemple, de liquidation judiciaire ne lui permettant pas de restituer ses titres, que le régime de garantie rentrerait en jeu. Donc la mise en jeu du régime de garantie suppose nécessairement que la société de gestion soit à tout le moins en cessation de paiement, si ce n'est en liquidation judiciaire. Situation dans laquelle il n'est pas nécessairement sûr qu'elle soit en mesure de faire une publication sur son site. Donc voilà, pour clarifier, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça ne peut pas être un argument commercial, l'existence du régime, c'est une sorte de voiture balai qui permet d'indemniser dans une certaine limite des investisseurs qui auraient été lésés suite à une détention irrégulière
d'actifs par la société de gestion et donc une fraude, en fait, puisqu'on est sur des situations qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas autorisées. Ça, c'était la première question. On en avait une autre sur l'endroit où ça devait être. Est-ce que, bah, l'existence de ce régime doit nécessairement être mentionnée dans la documentation légale des fonds, prospectus, DIC, et cetera? Alors la réponse est non, hein. D'ailleurs, je rappelle que les fonds eux-mêmes, pour les actifs qu'ils détiennent, ne sont pas couverts par les régimes de garantie. Ça fait partie des investisseurs considérés comme institutionnels. Donc les investisseurs de fonds ne sont couverts par la garantie que dans la mesure où, les parts de ces fonds sont tenues en registre nominatif par la société de gestion et qui est éventuellement une fraude sur le registre voilà, qui ne permettrait pas la restitution de ces parts aux investisseurs. Alors je continue sur les questions. On en avait une qui était, oui, alors qui portait précisément sur la contribution ex post qui était mentionnée tout à l'heure. Et la question demande si la constitution d'une éventuelle, contribution ex post doit être provisionnée ou d'une manière ou d'une autre par les sociétés de gestion. Alors la réponse courte à cette question est non. La contribution ex post, en fait, elle est là pour permettre, en fait, au fonds de garantie, le cas échéant, si jamais il devait y avoir un événement couvert et que, la provision constituée ne suffise pas, ou si elle suffisait, mais qu'il y ait besoin de la reconstituer rapidement, ça permet de faire un appel supplémentaire exceptionnel en plus, je dirais des appels, ou du cycle annuel normal de fonctionnement, des appels en quantisation pour rapidement reconstituer les ressources du fonds. Donc il est évidemment compliqué, surtout s'agissant de risques un peu extrêmes, de risques de fraude essentiellement, on va dire de modéliser en fait, la survenance de ce risque-là et il est, du coup pas demandé aux sociétés de gestion de modéliser un éventuel appel en cotisation qui pourrait survenir de manière exceptionnelle. Alors je me tourne vers mes collègues du FGDR, je ne sais pas si cette faculté a été utilisée dans les autres régimes. Déjà la faculté d'appel exceptionnel. Là, ils me font signe de la tête que non. Donc voilà, ça reste un cas possible, une soupape de sécurité au cas où il y a un sinistre et un appel en cotisation, mais dire c'est pas quelque chose qui a vocation à servir en mode de fonctionnement normal. Ensuite je continue. On a plusieurs autres questions, mais alors celles qui sont arrivées pendant que je parlais, on va plutôt les traiter dans la deuxième partie. On a une question de savoir si on aura un exemple chiffré. Ce ne sera pas exactement un exemple chiffré de calcul de cotisation, mais je vais couvrir ça dans la partie qui vient. Et peut-être une petite précision sur les sources d'alimentation du fonds. Donc on a effectivement, les cotisations qui sont payées par les adhérents. On a aussi les sanctions qui sont prononcées envers les sociétés de gestion, adhérentes au fonds, et les personnes placées sur leur autorité. Ça, c'est un mécanisme qui est effectif depuis, août 2022 et l'arrêté du 5 août, hein. Toutes les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au fonds de garantie, donc qui remplissaient les conditions d'adhésion et qui ont, fait l'objet d'une sanction de la commission des sanctions de l'AMF depuis cette date, le recouvrement de, la pénalité financière est assuré par le FGDR. Alors il faut évidemment que ce soit une société qui est adhérente au fonds de garantie. L'AMF a prononcé des sanctions contre des sociétés notamment étrangères, qui n'étaient pas adhérentes au fonds de garantie et pour lequel, comme l'indique l'article 621-15 du Code monétaire et financier, le montant de la sanction est recouvré par un trésor public. Je précise que ce mécanisme d'alimentation du FGDR est également présent sur d'autres régimes, hein, comme par exemple le régime de garantie des titres et que les psy adhérents au régime de garantie des titres depuis, alors j'ai pas la date, mais ça fait, assez longtemps que ça fonctionne de cette manière-là. Les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l'AMF envers des prestataires de services d'investissement qui sont adhérents au régime de garantie des titres sont versées au FGDR et non au trésor public. Je vais m'arrêter là pour cette session de questions-réponses. Je pense qu'on en aura plus et je pense qu'on aura peut-être plus pour le FGDR dans la deuxième partie. Je vais maintenant, voilà, garder la parole pour vous parler des modalités de calcul de la contribution, donc ce qui va être en fait la déclinaison opérationnelle des principes fixés par les textes que Ségolène vous a exposé tout à l'heure. Alors je vais commencer par, voilà,
par rappeler la répartition des responsabilités, puisque vous avez autour de la table le FGDR, l'AMF, voilà, pour bien clarifier qui fait quoi en fait dans le périmètre. L'AMF commence par déterminer, sur la base des informations dont elle dispose, la liste des SGP qui sont adhérentes au régime. Les informations dont l'AMF dispose, c'est d'une part pour les services d'investissement, la grille d'agrément, des agréments dont disposent les sociétés de gestion de portefeuille. Donc c'est cette entrée-là en fait qui est utilisée pour déterminer le respect ou pas d'ailleurs du critère agrément pour un service d'investissement et des données qui sont fournies par les sociétés de gestion elles-mêmes. Je vais y revenir sur la tenue de registre nominatif, puisque c'est une question qui vous est posée annuellement dans la fiche de renseignement annuel. Donc, en fonction de la réponse à cette question-là, voilà, vous êtes ou pas sur la liste des sociétés de gestion qui sont adhérentes au régime. Je précise que cette liste-là est transmise périodiquement par l'AMF au FGDR, qui la publie sur son site internet. Heu, le FGDR donc arrête le montant des contributions annuelles, ça vous a été indiqué tout à l'heure, sur avis conforme de l'AMF. Ça, c'est une étape cette année qui, on va dire, qui a été passée au mois de juillet, hein, juin-juillet, entre voilà, la décision du conseil de surveillance du FGDR et l'avis conforme qui a été donné par le collège de l'AMF. L'AMF calcule le montant des contributions individuelles, alors sur la base, de la loi, hein, des assiettes légales qui sont prévues par la loi, pour les sociétés qui sont adhérentes et de la décision numéro 1000 qui avait pour objectif, en fait, de moduler, en fait, les cotisations en fonction de facteurs de risque. Là, c'est un mécanisme qui existe déjà dans les autres régimes, hein, dans le régime de garantie des titres. Vous avez une décision, alors celle-là est une une décision conjointe ACPR, AMF, de répartition des cotisations pour les adhérents à la garantie des titres, qui fait varier sur 2 facteurs de risque. Pour le régime des services des sociétés de gestion, on a cherché à faire simple. On a retenu un seul facteur de risque qui était l'excédent de fonds propres par rapport en pourcentage de l'exigence de fonds propres réglementaire qui, est utilisé comme un proxy de la capacité de la société de gestion à faire face à un sinistre. Un sinistre, s'entendant un événement couvert, à partir de ses propres ressources financières sans qu'elle tombe en défaut et que la garantie du fonds de garantie ait besoin de jouer. Ensuite, l'AMF va notifier les montants individuels aux sociétés de gestion de portefeuille, et la mission de l'AMF s'arrête là. Donc on notifiera en fait une fois que les calculs seront faits et je reviendrai dans une minute sur le calendrier, les montants individuels aux sociétés de gestion de portefeuille concernées. L'information, sera évidemment transmise également au FGDR qui, lui, mettra, ces sommes-là en recouvrement auprès des sociétés de gestion. Donc vous enverra un avis de recouvrement, ça aussi on va y revenir, qui reprendra évidemment les montants, qui vous auront été notifiés individuellement. Donc petit rappel de ce qui a été indiqué tout à l'heure, hein, la population donc on la détermine, qui est adhérente, on la détermine, périodiquement, donc les sociétés de gestion agréées pour fournir des services d'investissement et les SGP qui tiennent ou qui font tenir des registres nominatifs dont elles gardent la responsabilité sur leurs fonds. Ça, c'est une question de la FRARA, comme je l'ai indiqué, et c'est une question sur laquelle on observe en fait le respect des critères qu'un petit peu tardivement, puisque voilà, quand vous envoyez au mois de mai, au mois de juin, l'information sur enfin, le contenu de votre FRARAC, surtout que cette année, on a accordé un délai supplémentaire aux sociétés de gestion du fait de la collision en fait des deadlines de fourniture des reporting avec un autre reporting, notamment à savoir le ROI DORA. Le temps de faire les contrôles qualité sur les données qui sont transmises, ben, en fait, on est en mesure de constater en fait la population ou la variation de population qui est adhérente, en général qu'au mois de septembre. Mais on constate que les sociétés de gestion étaient adhérentes au 31 décembre 2000, enfin de l'année précédente, 2024 pour cette année, puisque c'est à cette date-là qu'on se positionne, on va dire pour vérifier le respect du critère et que c'est à cette date-là que porte la question à laquelle vous répondez dans la FRARAC. Donc comme je l'ai indiqué, la quasi-totalité agréée ou en cours de retrait d'agrément sont adhérentes. Alors ça, c'est un petit point important. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sociétés de gestion en cours de retrait d'agrément dans la population qui écoute ce séminaire aujourd'hui, malheureusement, mais les textes sont relativement clairs. Tant qu'une société de gestion a son agrément, même si elle a débuté un process de demande de retrait d'agrément, si elle remplit l'une des conditions précitées, elle reste adhérente au fonds de garantie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre d'adhérents au fonds de garantie, les 705
le chiffre de 705 qui a été mentionné tout à l'heure est supérieur, en fait, au nombre de sociétés de gestion qui ne sont pas en cours de retrait d'agrément, sur lequel l'AMF communique périodiquement quand on vous dit qu'il y a 700, le dernier chiffre publié était 695 sociétés de gestion. On parle de sociétés de gestion vivantes, se rajoute à ce chiffre-là un volet de sociétés de gestion qui sont en cours de retrait d'agrément sur lequel on ne communique pas. Donc voilà, soyez pas surpris du chiffre, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est juste qu'on a dans la population, c'est le total des populations de SGP, moins la vingtaine qui ne remplit aucune des deux conditions, plus les sociétés de gestion qui remplissent les conditions et qui sont en cours de retrait d'agrément. Alors ces sociétés de gestion en cours de retrait seront appelées également en cotisation, d'où l'intérêt d'ailleurs, pour celles qui, voilà, qui rentrent dans des processus de retrait d'agrément à leur initiative, de les finaliser rapidement. Les seules qu'on n'appellera pas pour des raisons pratiques sont les sociétés, de gestion qui sont en liquidation judiciaire, même si formellement elles ont encore leur agrément. Voilà, c'est pour juste éviter un impayé certain au fonds de garantie. Donc les sources de données, comme j'ai indiqué, c'est issu en quasi-totalité de l'AFRA, à l'exception de la grille d'agrément qui est détenue par l'AMF pour la détermination de la population, et sont retenues, un point important, les données des derniers exercices qui ont été clos lors de l'exercice précédant le calcul. Alors c'est un tout petit détail, la majorité d'entre vous ont des clôtures au 31 décembre. Maintenant, certaines sociétés de gestion ont des clôtures décalées. Pour les clôtures décalées, on prend la dernière clôture intervenue au cours de l'année civile 2024. Ce qui fait que, une société, il y en a, 3 je crois qui clôturent en janvier ou en février. C'est les données de janvier ou de février 2024 qui seront utilisées et pas les données de janvier et de février 2025, même si, je dirais d'une certaine manière on les a déjà, il fallait bien mettre le cut-off quelque part et le texte en fait, voilà de la décision, renvoie bien à l'exercice civil précédent. Bon, voilà, ça concerne relativement peu d'entre vous. Donc sont retenues les assiettes légales, hein, les montants en gestion sous mandat pour clients couverts par la garantie. Ça, c'est une donnée que vous devez déclarer dans la FRA, ainsi que les montants en tenue de registre nominatif effectués directement au délégué. On a distingué les deux questions, les deux champs dans la FRA, pas tellement parce que le traitement est différencié, mais surtout pour qu'il soit bien clair pour les sociétés de gestion que le chiffre qui était attendu en tenue de registre nominatif, c'était aussi bien les registres nominatifs qu'elles tenaient elles-mêmes pour le compte de leur fonds, que celles dont elles avaient la responsabilité, mais qui étaient déléguées à des tiers. On a eu enfin, la première fois que cette question a été posée, puisqu'on pose ces questions maintenant depuis quelques années, même si c'est cette année qu'on passe à l'appel en cotisation, on avait eu on a quelques retours, quelques remontées sur le fait qu'on n'était pas complètement certain du contenu du champ. Le fait d'éclater la question en deux permet je dirais, de s'assurer plus simplement du fait qu'elle a bien été comprise. Le montant, on prend également sur la FRA, le montant des actifs totaux en gestion collective et gestion sous mandat. Alors ça, on l'a pas encore mentionné, mais la clé de répartition de, la cotisation pour frais de fonctionnement, compte tenu du fait qu'il y a éventuellement un certain nombre de cas, heu, potentiellement couverts par la garantie, des actifs détenus irrégulièrement dans le cadre d'un service de conseil en investissement, qui ne sont pas directement, capturés en fait par les assiettes légales qui ont été prévues par la loi. Voilà, il a été décidé que la clé de répartition pour la partie frais de fonctionnement, ça serait tout simplement les actifs totaux en gestion collective et gestion sur mandat, tous clients confondus. Donc ça, c'est aussi des données qui viennent directement de la FRA, ce qui, va avoir comme résultat pratique le fait que les grosses sociétés de gestion, on va dire toutes activités confondues, vont payer un montant de cotisation pour frais de fonctionnement qui va être supérieur aux petites sociétés de gestion, tout en gardant en tête que, la cotisation pour frais de fonctionnement est soumise à un montant minimum de 250 € on va dire par société de gestion. Donc, je dirais à partir du moment où vous êtes adhérent au fonds de réserve, hein, c'est-à-dire, je ne reviens pas sur ce que je viens d'indiquer tout à l'heure, même si vous avez déclaré des assiettes légales de zéro, vous avez la certitude d'avoir au moins 250 € de, cotisation pour frais de fonctionnement chaque année. Alors on a dans le calcul,
on va dire des éléments rentrants, qui, proviennent d'autres sources que les FRA, donc les montants qui sont appelés pour l'exercice, hein. Alors j'ai un petit peu simplifié parce que quand j'indique qu'il y a 1 000 000 d'euros d'appel en contribution qui a été fait par le FGDR, en fait, techniquement, c'est une contribution en stock, donc l'appel du FGDR, c'est un pourcentage d'un stock, en fait, qu'on ne connaît pas encore, qui est le montant total des assiettes à couvrir, qu'on ne connaît qu'au moment de la frappe, puisque c'est la somme, en fait, de ce que vous allez déclarer. Mais, retenez pour l'exercice que le montant, net qui sera appelé cette année, ça sera 1 million d'euros pour la contribution à la constitution des ressources et s'agissant des frais de fonctionnement annuels, le montant qui sera appelé est de 600 000 euros pour l'ensemble des sociétés de gestion adhérentes. Et pour les années suivantes, donc à partir de l'année prochaine, l'un des inputs du calcul sera le stock de l'année précédente, alors qui seront des stocks individualisés, société de gestion par société de gestion, qui sera augmenté ou diminué du résultat technique du régime. Donc ça, c'est une donnée qui sera fournie par le FGDR à l'AMF, qui sera utilisée pour déterminer le montant appelé. Puisque, bonne transition avec le slide suivant, on est en fait, s'agissant de ces montants-là, sur une logique de stock. Le FGDR va déterminer annuellement le montant de stock souhaité pour l'année, qui sera exprimé en taux, et donc comme un pourcentage du total des assiettes. Et ce stock cible est ensuite réparti avec les différents adhérents, avec la clé de répartition, les assiettes légales pondérées par les risques, c'est-à-dire pondérées par, on va dire un coefficient, alors forfaitaire, hein, on peut discuter la valeur du coefficient qui a fait l'objet de plusieurs discussions en collège de l'AMF, mais l'idée, c'est de «favoriser» entre guillemets les sociétés de gestion qui ont beaucoup de fonds propres excédentaires et dont on se dit que le risque qu'éventuellement survienne un cas de fraude qu'elles n'arriveraient pas à couvrir elles-mêmes par leurs propres ressources, est plutôt faible, et de pénaliser, de demander, voilà, des cotisations, plus importantes aux sociétés de gestion qui, elles, n'ont pas cette marge-là et pour lequel, si jamais il devait y avoir survenance d'un événement couvert, là, pour le coup, la probabilité que la société de gestion, du coup, fasse défaut à cette occasion-là et que le régime de garantie joue est plus importante. Hem, donc, je vous ai remis, vous trouverez en fait, je dirais le tableau de passage entre, le ratio entre les fonds propres, de base de catégorie 1 et l'exigence minimum réglementaire de fonds propres et la note de pondération. Vous trouverez cette information dans la décision numéro 1000 qui est disponible sur Légifrance, qui a été publiée au journal officiel. Alors le montant qui est effectivement appelé chaque année, pour les sociétés de gestion, c'est égal à son stock cible qu'on va déterminer chaque année, moins le stock initial. Alors c'est 0, c'est 0 pour 2025, donc pour le coup, là, il n'y a pas de stock initial individualisé, même si le régime a déjà été alimenté depuis 2025 par la somme des sanctions pécuniaires qui ont été prononcées envers des sociétés de gestion adhérentes au fonds. Et l'appel est effectué, alors l'appel ou le remboursement, je vais y venir, sont effectués sous réserve que le montant soit supérieur à 100 € en valeur absolue. C'est-à-dire que si le différentiel entre le stock cible et le stock initial, c'est moins de 100 €, voilà, pour des raisons éminemment pratiques, hein, quand on a fait tourner les premières simulations, on avait des variations de l'ordre de 2,50 €, des variations qui étaient extrêmement faibles, bah, il n'y aura pas d'appel, ou pas de remboursement, c'est ce qui ne voilà, ce qui modifiera pas le stock initial. Donc le montant peut être négatif, ça c'est important. La contribution en frais de fonctionnement, elle est à fonds perdu, c'est-à-dire vous la payez chaque année, il n'y a pas de mécanisme de restitution. En revanche, la partie de contribution à la constitution des ressources, c'est un montant qui est éventuellement restituable à la société de gestion, en cas de, diminution de la part relative de la SGP dans le total des assiettes d'une année sur l'autre. Hem Et alors le cas le plus clair, c'est le cas de cessation d'activité, hein. Vous avez une activité, par exemple, de gestion sous mandat, retail. Vous avez du coup des assiettes légales, qui sont positives. Vous avez constitué une provision. Vous arrêtez complètement l'activité, ou vous perdez votre agrément en tant que société de gestion. Ce cas-là est encore plus extrême. Mais si vous perdez votre agrément en tant que société de gestion, les montants que vous avez contribués ne sont pas perdus, ils vous sont restitués par le FGDR. Alors si je dis pas de bêtises, ce qui est prévu, c'est que les montants soient restitués l'année suivant la constatation de retrait d'agrément, c'est-à-dire en 2026 pour des retraits d'agrément constatés en 2025. Pour des raisons pratiques, c'est les sociétés de gestion qui sont d'ores et déjà
plus, comment dire? Qui sont déjà plus, sociétés de gestion, qui se sont vues retirer leur agrément en courant de la 2025. On ne va pas les appeler en cotisation pour éviter d'appeler puis de restituer tout de suite. Maintenant, une société de gestion qui serait par exemple en cours de retrait ou qui se verrait retirer son agrément, par exemple en novembre ou en décembre 2025, elle serait appelée et serait remboursée en 2026. Pour des raisons techniques, alors vous le verrez dans les détails de calcul, mais pour des raisons techniques, le montant global qui est appelé, donc le 1 000 000 €, ça va être ajusté dans les calculs à la marge pour éviter que l'application de la règle de minimis aboutisse à finalement un appel d'un montant différent. On va dire c'est des ajustements qui représentent 0,2 % du montant total, mais l'idée est de faire en sorte que, voilà, dans le calcul, on aboutisse bien à l'arrivée en prenant en compte ce montant de minimis, qu'on arrive bien au 1 000 000 € cette année qui a été appelé par le FGDR. Alors je précise que la décision prévoit également ce qui se passe en cas de non-fourniture d'une FRA dans les délais. On a un certain nombre de sociétés de gestion malheureusement qui n'ont pas fourni leurs frais dans les délais. Alors c'est pas elles sont pas très nombreuses. Ce que prévoit le texte, c'est qu'on va rechercher en fait les montants de la dernière fiche de renseignement annuel et qu'on majore éventuellement qu'on majore cette assiette de 50 à titre de pénalité. Heu et comme indiqué tout à l'heure, si jamais il devait y avoir, une utilisation de provision par le FGDR avec besoin de faire un appel exceptionnel, ça sera effectué sur la base de la même répartition que le dernier calcul annuel. Donc là, pour le coup, on refera pas un appel à données, une collecte de données et cetera. On prendra, la dernière répartition, on injectera le montant à répartir et l'appel sera effectué sur cette base-là. Alors, la cotisation annuelle aux frais de fonctionnement maintenant, puisqu'il y a, je dirais, un peu dans l'avis que vous allez recevoir de la part de l'AMF, il y a 2 chiffres qui seront indiqués, hein. Il y a la cotisation pour la contribution aux ressources et une contribution annuelle aux frais de fonctionnement. Donc là, pour cette contribution-là, on est sur une logique de flux. Le FGDR va déterminer annuellement le montant des frais de fonctionnement du régime, voilà, en utilisant le cas échéant des clés de répartition des coûts communs entre les différents régimes. Donc vous pouvez d'ores et déjà allez vous renseigner sur le rapport annuel du FGDR, hein, puisque c'est la mécanique qui est utilisée pour les autres régimes. Et ce montant est réparti entre les différents adhérents avec comme clé de répartition, comme indiqué tout à l'heure, les encours totaux gérés en gestion collective et en gestion sous mandat, tous clients confondus, avec un minimum de 250 € par adhérent. Et de la même manière, l'application de ce montant minimum pour éviter de dépasser significativement le montant qui est appelé par le FGDR, mais il y aura voilà, une itération dans le calcul de telle manière à ce que la répartition prorata des encours avec 250 € de minimum, on aboutisse bien sur le total qui est souhaité, pas sur un montant pas sur un montant qui est supérieur. Donc ces montants-là, pour rappel, ne sont ni remboursables ni restituables. Voilà, ça ne rentre pas dans le stock de cotisation initiale, que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. Ces deux calculs et 2 éléments distincts avec des assiettes de cotisation distinctes qui ont pour seul, fait générateur commun le fait d'être, une société de gestion adhérente au fonds de garantie. Alors quelques conséquences pratiques, de la formule de calcul, hein. C'est comme indiqué tout à l'heure, la population qui est adhérente au régime est plus large que celle qui affiche des assiettes légales de calcul, non nulles. Donc ça reflète le fait qu'il y a certains des risques couverts par la garantie, qui sont difficilement mobilisables et qui sont pas, comment dire? Bien capté par les assiettes légales, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de reporting sur les avoirs détenus, illégalement par les sociétés de gestion, hein. Ça n'existe pas et fort heureusement, c'est pas des cas qui sont très fréquents, qu'on a pu constater notamment en contrôle de manière très fréquente, dans l'histoire de l'AMF. Mais en particulier, donc les SGP qui sont agréés pour des services d'investissement et qui ont des assiettes nulles, déclarent des assiettes nulles, dans leur FRA, auront une contribution à la constitution de ressources qui est nulle, et seront par contre bien concernés par la contribution annuelle pour frais de fonctionnement de 250 € minimum, donc au prorata des encours totaux gérés par la société de gestion. De la même manière, l'application de la règle du minimis fait que des sociétés de gestion qui ont des assiettes faibles auront, cette année en tout cas, compte tenu du montant qui est appelé, une cotisation qui est nulle. Point important, alors j'anticipe déjà les questions qui peuvent arriver. En cas d'erreur, ce qui
toujours arriver, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à la plus grande prudence et la plus grande, voilà, à faire très attention au montant que vous déclarez dans les FRA. D'une manière générale, ça reste vrai pour tous les reportings réglementaires que vous envoyez au régulateur, mais là, ça l'est d'autant plus que ces chiffres sont utilisés comme input de calcul. On a été amené, dans le cadre des contrôles qualité qu'on effectue sur les FRA, à faire corriger à peu près une vingtaine de FRA sur ces champs-là qui comportaient des montants aberrants ou non conformes, ou non cohérents en fait avec d'autres champs de la FRA, par exemple, des encours tenus en tenue de registre qui étaient supérieurs aux encours gérés en gestion collective ou des encours gérés en gestion sous mandat pour clients couverts qui étaient supérieurs aux encours qui étaient gérés en GSM. Voilà, ce genre de choses. Évidemment, si vous nous envoyez des chiffres qui sont cohérents mais faux, bah, tant pis pour vous, je dirais, on n'a pas vraiment les moyens de le voir. Et donc le point auquel je voulais en venir, c'est que ces calculs-là, peuvent être évidemment contestés, mais que si jamais il devait y avoir une erreur et une correction, la correction serait effectuée sur l'année suivante, en fait, hein. C'est prévu dans l'un des arrêtés de fonctionnement du régime de garantie. Comme il s'agit en plus d'un calcul par répartition, bah, on ne peut pas corriger unitairement sans que ça ait un impact sur l'ensemble des autres, contrairement à d'autres types de contributions comme la contribution AMF qui est basée uniquement sur les encours gérés pour une société de gestion de données. Donc si vous faites une erreur sur vos encours, mais on vous corrige vous, ça ne touche pas les autres. Là, comme on répartit un montant, on ne peut pas détricoter le calcul, quand bien même il y aurait une erreur signalée par une société de gestion sur les montants qu'elle a déclarés. Donc la correction, elle serait portée sur l'exercice suivant. Le mécanisme en stock, il est autocorrecteur par nature, puisque chaque année, on va recalculer un nouveau stock cible à partir des informations que vous allez transmettre. Et il est prévu une possibilité de restitution si jamais il devait y avoir une erreur sur la contribution pour frais de fonctionnement qui serait insérée dans le calcul des frais de fonctionnement pour l'année suivante. Alors, j'arrive à la partie qui va tous vous intéresser. Comme on a encore quelques corrections qui sont en cours, on n'est pas en mesure de vous donner des chiffres individuels, hein. D'ailleurs, il était bien en peine pour des raisons de secret professionnel de vous donner les chiffres individuels de chaque SGP, voilà, dans un webinaire public. Ceci étant dit, on peut vous donner quelques éléments, on va dire, de couleur voilà, pour que vous soyez éventuellement rassurés ou pas d'ailleurs en fonction de gérer de votre activité sur les montants qui seront concernés. Donc ça reste des chiffres provisoires qui peuvent bouger à la marge, mais si je commence par les frais de fonctionnement, la formule de calcul qui a été retenue fait qu'on va avoir à peu près un peu plus de 80 des SGP qui ne seront concernés uniquement que par la cotisation minimum pour frais de fonctionnement de 150 €. Donc retenez ça, hein, si vous êtes, une SGP de petite taille ou taille moyenne, compte tenu de la formule, vous allez payer 250 € de frais de fonctionnement, cette année en tout cas. Vous avez, voilà, sur le tableau la répartition, et donc vous avez, si je regarde l'autre extrémité de la queue de distribution, vous n'avez que 9 SGP qui paieront plus de 10 000 € de frais de fonctionnement. Je pense que vous en connaissez les noms compte tenu de la clé de répartition qui a été retenue, hein, les encours totaux, donc vous allez retrouver les grands noms de la gestion collective, les grandes sociétés de gestion, voilà, qui ont des actifs totaux gérés conséquents et qui vont se retrouver voilà, dans cette queue de distribution à contribuer significativement, mais à hauteur de leur importance dans l'écosystème des sociétés de gestion françaises, à cette cotisation pour frais de fonctionnement. Pour la partie contribution aux ressources, on a 52 de sociétés de gestion qui vont contribuer zéro. Alors, soit qu'elles aient des assiettes nulles, soit qu'elles aient des assiettes qui soient suffisamment faibles pour tomber en dessous du seuil de minimis de 100 €. Il est évident que, pour des raisons qui vont vous apparaître relativement évidentes, le FGDR n'est pas appelé, je dirais, des provisions pour 3,50 € ou même pour 20 €. Ça n'aurait pas eu de sens économique ou de sens financier, ni ça n'aurait pas été non plus proportionné au coût de mise en place euh, enfin, au coût de virement, au coût de prélèvement, au coût de manipulation. Donc, pour la moitié des sociétés de gestion à peu près, il y aura également zéro, enfin, il y aura zéro de contribution aux ressources. Vous allez à l'autre extrémité du spectre avoir 24 sociétés de gestion qui seront appelées en contribution aux ressources pour plus de 10 000 €, dont 9 à plus de 20 000 €. Et vous allez retrouver en fait dans ces sociétés de gestion-là, là encore sans grande surprise compte tenu de la base, qui sont les encours en gestion sous mandat et les encours, enfin pour clients gérés
et les encours en tenue de registre pour clients gérés, les sociétés de gestion qui ont soit une activité de gestion sous mandat retail, soit les sociétés de gestion qui ont un très grand nombre de fonds à destination du retail dont elles tiennent les registres. Et là, on va retrouver certaines sociétés de gestion de capital investissement ou certaines sociétés de gestion immobilière. Voilà, donc si vous êtes un très gros acteur de l'immobilier avec des clients retail, ben, vous avez des chances de vous retrouver dans ces fourchettes-là. Si vous avez des encours plus modestes, vous allez être dans une des autres, voilà, dans une des autres fourchettes. Donc le calendrier, la notification. Donc comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est l'AMF qui va notifier les montants individuels aux sociétés de gestion avec une communication simultanée au FGDR. Cette communication, on vise à le faire entre le 15 octobre et le 15 novembre. Alors ça va être fonction, je dirais, de la fin des recettes, des développements qui ont été effectués par l'AMF dans les outils contribution pour faire ce calcul-là. Bon, c'est un calcul qu'on fait en parallèle dans des outils plus légers, mais on voulait que ce soit fait dans un système voilà, opérant, sécurisé pour assurer la traçabilité des calculs. Et puis en fonction aussi de la fin des dernières corrections qui sont en cours sur les freins, mais qui normalement devraient être terminées. Ça sera notifié par courrier électronique, par le même canal que les contributions AMF en fait, hein. Ça sera le même canal et ce que vous recevrez, ça sera un courrier vous indiquant les montants individuels qui seront accompagnés d'une fiche de calcul qui détaillera les différentes étapes du calcul. En sachant que vous allez évidemment pas être capable de refaire le calcul puisque comme c'est un calcul par répartition, voilà, on ne va pas vous donner le fichier avec l'ensemble des données des GP pour que vous refassiez le calcul vous-même. Donc le FGDR adressa ensuite un courrier de recouvrement SGP, je crois que vous couvrez ça dans la partie suivante. Et pour les réclamations, comme indiqué, c'est adressé à l'AMF pour les sujets liés au calcul et au FGDR pour les sujets liés au recouvrement. Donc AMF, on ne sera pas en mesure de répondre à quelque chose, par exemple à des questions portant sur le mandat de prélèvement voilà, les modalités de recouvrement. Et le FGDR ne sera pas en mesure de répondre à des questions portant sur le périmètre d'adhésion ou sur le calcul lui-même, puisqu'il est fait par l'AMF. Donc voilà, serriez bien vos questions si vous avez des questions à poser. Et comme je l'ai indiqué, donc en application de l'arrêté du 27 octobre 2015, article 4 alinéa 2, les corrections éventuelles seront portées sur l'exercice suivant. Et pour finir, pour que vous ayez une idée, alors je sais que le document est lisible, mais la fiche de calcul que vous allez recevoir aura à peu près cette tête-là, où vous allez avoir les différents éléments du calcul, le montant résultant du calcul et le montant retenu, donc en application éventuelle des seuils de minimis de 100 € pour la cotisation pour contribution aux ressources et le minimum de 250 € pour la cotisation pour frais de fonctionnement. Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole au FGDR pour vous parler des modalités de paiement et des relations adhérentes. Bonjour à tous. Donc Arnaud Changel, je vous ai déjà indiqué, avec Magali Boucheton. Donc nous serons vos interlocuteurs pour toutes les questions relatives au recouvrement. Donc nous, on s'occupe du recouvrement de l'ensemble des mécanismes, donc garantie dépôt, garantie des titres, et cetera. Et donc madame Boucheton est là vraiment la personne qui sera la personne contact pour les questions que vous aurez éventuellement sur les recouvrements. Alors, effectivement, il y a des questions sur le prélèvement. Déjà, il faut que vous compreniez que pour nous, en fait, c'est le mode de paiement que nous utilisons de manière très majoritaire pour toutes les mécanismes de garantie, donc pour toutes les contributions que nous levons. Ce mécanisme a été de contribution de paiement des contributions par mandat de prélèvement est utilisé depuis 2016 et en fait, on a remarqué que c'était, sans doute ce qui est de plus fiable et qui nous permet en fait, de réaliser des rapprochements entre le règlement et finalement l'adhérent concerné de manière la plus automatique et la plus fonctionnelle. Et ça, c'est très important parce que pour nous, on va avoir donc 700 adhérents supplémentaires et donc ça va augmenter de manière très importante la volumétrie que nous devons gérer et reprenant les slides de Didier qui ont été présentés précédemment, vous voyez qu'il y a beaucoup d'adhérents qui vont être au minimum de 250 €. Donc on pense qu'on aura plus de 300 adhérents qui auront seulement 250 € à régler et donc pour nous, pour, bien affecter en fait ce règlement à un adhérent, le mandat de prélèvement constitue pour nous la meilleure solution. Alors pour balayer certaines questions qu'on a eues de votre côté, les prélèvements, c'est pas des prélèvements qui vont être de manière, sauvage, je pourrais dire. C'est quelque chose que vous connaîtrez bien à l'avance. Non seulement, l'AMF effectivement d'abord vous donnera
une notification, mais également nous, on attendra toujours 14 jours entre le moment où vous aurez la notification et le moment du prélèvement effectif, ce qui permettra à chacun d'approvisionner les comptes si nécessaire. Il est important aussi de savoir pour vous, c'est que les mandats de prélèvement sont sur un système, propriétaire du FGDR qui est sécurisé et que l'ensemble des fichiers de règlement se fait par des envois sécurisés auprès de la Banque de France, donc une banque en fait qui n'est pas une banque commerciale, et ça c'est également fait à dessein et donc dans l'objectif vraiment de rester sur des canaux, très sécurisés pour vous et qui permettront pour nous d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle et ainsi de réduire les coûts opérationnels pour nous. Et donc là, je vous rappelle qu'on a pour l'instant sur l'ensemble de nos garanties, on est à 97 de, mandats de prélèvement donnés par nos adhérents. Donc on a à peu près actuellement 450 adhérents. Et donc on a simplement les petits cas, c'est des cas, sur des banques, voilà, qui ont des particularités qui ne peuvent pas avoir de mandat de prélèvement. Donc sur la mise en œuvre, c'est, très facile, on vous a envoyé le 1er septembre un document où il y a le mandat de prélèvement sur lequel on vous demande des données qui sont, tout à fait standards, et qui sont d'ailleurs, qui répondent à un cahier des charges, publié par le CFONB. Donc, c'est voilà les données de l'adhérent, les coordonnées. On vous demande également un RIB, et on vous demande aussi, parce que comme on l'a précisé précédemment, on peut avoir des, remboursements, de préciser également s'il y a un compte différent pour le remboursement éventuel de contributions. Une fois que ce mandat nous est envoyé, on le stocke, on l'archive et on utilise le format, en fait, qu'on appelle core. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez voir les détails, c'est dans une brochure du CFONB qui le précise, qui vous permet également pour vous, en cas de doute, voilà, d'avoir tout un système de contestation que vous pouvez mettre en œuvre. Heu, donc le point, c'est que, là, on va vous faire une nouvelle, campagne cet après-midi d'envoi, de rappel, de besoin de ces mandats de prélèvement qui sont vraiment cruciaux pour nous pour mettre en place, les levées de contributions qui sont prévues, au mois de novembre. Et dans ce cadre-là, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat en disant, certains n'ont pas reçu de mandat de prélèvement. Vous avez l'adresse de madame Boucheton, l'adresse, électronique, donc c'est une adresse générique, donc adhérents@garantiedesdépôts.fr. C'est vous pouvez utiliser cette adresse pour, vous manifester si vous n'avez pas reçu ces mandats de prélèvement, sachant que nous, le FGDR, nous avons utilisé, les coordonnées, mail que la CPR nous a communiquées pour ses propres campagnes. AMF, pardon, excusez-moi. Sur le calendrier, donc, Didier, vous l'a indiqué, l'AMF va notifier aux adhérents, les montants de contribution. Ça interviendra entre le 15 octobre et le 15 novembre. Nous, on a comme objectif de vous envoyer à J+4 sur la même liste, sur les mêmes, emails de contact que nous aura transmis l'AMF, le courrier de recouvrement dont vous aurez un modèle, dans les slides suivants et comme je vous l'ai indiqué, le prélèvement en tant que tel effectif sur les comptes bancaires interviendra entre J+14 et J+17. Et ce montant levé sera la somme de la contribution et également de la cotisation pour frais de fonctionnement. Donc on ne fera pas 2 prélèvements séparés, mais un prélèvement unique qui regroupera l'ensemble de ces 2 montants. En janvier, le FGDR envoie une fiche récapitulative des montants payés par l'adhérent en 2025. Ça, c'est une circularisation qui nous est demandée par nos commissaires aux comptes et qui peut également vous être utile, vous, pour vos commissaires aux comptes. Et en février 2026, comme l'a également indiqué, Didier, nous allons procéder au remboursement des contributions qui seraient en retrait d'agrément. Donc ce retrait d'agrément qui serait prononcé entre le moment où il y a eu la notification et le moment, et le 31 décembre. Rappel, mais c'est très important, il n'y a pas possibilité de rejeter un prélèvement sous prétexte que la contribution, vous contestez le montant, vous contestez, le mode de calcul. Les régularisations d'erreurs se font sur l'exercice suivant et donc, de par la législation, les contributions appelées doivent être payées.
Donc sur le mail de mise en recouvrement, on vous a envoyé donc le template que vous aurez, donc le modèle, le format, pour que vous puissiez vous assurer que c'est bien un modèle qui vient de chez nous, avec l'adresse toujours, c'est adhérente-garantie-des-dépôts.fr, donc qui vous permettra de bien l'identifier. Je vous rappelle qu'on enverra donc un courrier de relance cet après-midi pour vous repréciser, notre besoin et vous repréciser que le mail initial sur lequel figurait le mandat de prélèvement a été envoyé le 1er septembre. Voilà, donc sur les aspects contribution. De manière plus générale sur les relations avec les adhérents, je reprends un peu le slide qu'a présenté Didier, mais c'est important pour vous. Magali et moi, on est là pour, vous aider sur tous ces aspects organisationnels et opérationnels sur les recouvrements. Toutes les changements d'informations qui sont liés, à votre signalétique, aux opérations de fusion que vous pourriez connaître, au retrait d'agrément, sur le calcul des montants de contribution, là, votre interlocuteur doit être l'AMF. Nous, Magali et moi, on ne pourra pas vous répondre sur des questions, relatives à ces aspects. En revanche, sur les aspects recouvrement des contributions, là, c'est, effectivement, si vous changez de coordonnées bancaires, si vous changez voilà, d'adresse de banque où là, c'est clairement nous qui allons être, sollicités, qui vont pouvoir faire quelque chose. On a également, c'est notre responsabilité de vous aider éventuellement pour, bien être en ligne sur le montant des contributions et des stocks de contributions. Donc, si vous devez, procéder à la circularisation ou des vérifications de stocks de contributions, c'est au FGDR qu'il faudra vous adresser. Voilà pour les aspects recouvrement du FGDR. Didier? Merci beaucoup Arnaud. Donc, ça nous amène à la dernière session de questions-réponses de ce webinaire. Donc, là encore beaucoup de questions. Je vais peut-être commencer toujours par une question pour Arnaud, si vous pouvez remonter sur scène. C'est est-ce que les sociétés de gestion demandent si elles recevront une facture, montant acquitté? Non, puisque les cotisations ne sont pas des factures, donc ils auront la notification ACPR pardon, AMF revenu sera l'information que vous devrez comptabiliser et nous, le FGDR, ce n'est qu'un courrier de recouvrement. Donc la pièce comptable à utiliser, c'est la notification AMF que vous recevrez. OK, très bien, merci beaucoup. On avait une question d'une société de gestion qui demandait si les mandats qu'elle gérait pour le compte de sa société mère, compagnie d'assurance étaient à inclure dans l'assiette de cotisation. Ségolène, est-ce que tu veux couvrir ce point-là? Oui, bien sûr. Alors les entreprises d'assurance qui feraient partie du groupe de la SGP adhérente sont bien des investisseurs institutionnels qui sont exclus, du bénéfice de la garantie. OK, merci. On avait ensuite pas mal de questions sur, on va dire encore sur le périmètre d'adhésion, donc avec une question qui revient à plusieurs endroits qui est, si je suis agréé pour fournir un service d'investissement et si je ne l'exerce pas, est-ce que je suis concerné? Alors la réponse est oui, hein, tout simplement parce que c'est la lettre des directives européennes qui précise bien que on va dire que les obligations d'adhésion, elles sont pour les sociétés de gestion qui sont agréées en fait pour fournir le service de gestion sous mandat ou l'un des services d'investissement qui est listé dans les directives elles-mêmes et c'est la même rédaction pour la directive OPCVM et pour la directive AIFM. Après si vous n'exercez pas un service d'investissement depuis longtemps, et que vous êtes agréé, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez toujours besoin de cet agrément-là. Ça, on va dire, c'est un autre processus puisque on est en tant que régulateur, on n'encourage pas d'une manière générale le maintien d'agréments qui vont très au-delà de ce qui est exercé, ne serait-ce que parce que si vous ne l'avez pas exercé depuis longtemps, vous n'avez plus nécessairement les processus en place, les personnes, les ressources qui sont nécessaires pour exercer le service en question. C'est une question un petit peu annexe, mais la réponse courte est, c'est à partir du moment où vous êtes agréé, que vous l'exerciez effectivement ou pas, vous êtes bien dans le périmètre d'adhésion qui est prévu par les directives européennes. On a une question sur, alors le traitement comptable. Alors là, telle que la question est formulée,
Il est demandé si le montant qui est payé pour, on va dire contribution aux ressources du régime est quelque chose qui peut être considéré comme un placement des fonds propres. Alors pour le coup, pour le coup, il peut y avoir effectivement une petite incertitude sur le traitement comptable, je vais y revenir, mais il est certain que la réponse à cette question est non. C'est-à-dire que c'est des montants qui sont éventuellement restituables si jamais la société de gestion, a plus son agrément, arrête son activité et cetera. C'est pas des montants que vous pouvez récupérer sur première demande si ça vous arrange. Donc pour le coup, ça n'est, quoi qu'il arrive, pas éligible en tant que montant, heu, enfin en tant que placement des fonds propres, puisque je vous rappelle que, les textes indiquent que les fonds propres réglementaires des sociétés de gestion doivent être placés en actifs liquides, aisément réalisables et ne comportant pas de risque particulier. Donc évidemment que cette cotisation est pas éligible. Pour ce qui est du traitement comptable, peut-être pour élargir la question, alors c'est une question sur laquelle on n'a pas une on l'a eu avant le webinaire, cette question-là. C'est une question sur laquelle on n'a pas une réponse complètement franche à vous apporter à ce stade. Ce qui est certain, c'est que la cotisation frais de fonctionnement, elle est définitivement, quelque chose à passer en charge. Et il semblerait que la réponse pour l'autre cotisation, même s'il y a des mécanismes de restitution, soit identique, hein, puisque du côté du FGDR, c'est quelque chose qui est pris comptablement en produit et que s'agissant du régime de garantie des espèces, l'ANC avait, statué en 2003, si je dis pas de bêtises sur la question, en statuant que ces cotisations-là devaient comptablement être prises en charge par les établissements qui les versaient. C'est pas nécessairement extrêmement intuitif parce qu'il y a ce mécanisme je dirais, de restitution. On parle de stock, donc il y a bien une provision individualisée, mais voilà, là, il semblerait que la réponse provisoire à la question: «Quel est le traitement comptable, je dirais, des sommes versées?» soit que ça doive être pris en charge, en fait, par les établissements concernés. On reviendra auprès de votre association professionnelle si jamais on doit avoir plus de précisions ou un avis, voilà, un avis plus récent, soit de l'ANC, soit de la CNCC sur le sujet. Ensuite, des questions sur lesquelles on a, je pense, déjà répondu, mais peut-être pour mémoire, pour enfoncer le clou. On a une question de savoir comment est-ce qu'on traite une société de gestion de portefeuille qui clôture au 30 juin, puisqu'on n'a pas encore les données au 30 juin 2025. Ben, on prend dans le calcul, conformément aux dispositions de l'arrêté, les données au 30 juin 2024, je dirais ainsi de suite, hein, celles du 30 juin 2025 seront utilisées pour le calcul effectué l'année prochaine. Alors une question peut-être pour les FGDR, celle-là je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Les établissements demandent s'ils doivent formaliser en interne une procédure FGDR de la même manière que les établissements assujettis au mécanisme de garantie des titres. Je ne sais pas si c'est une information que vous avez? Ah. Heu Je crois qu'on va passer celle-là. Autre question, il y a une question pour savoir quel est le montant total des encours qui sont soumis. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais grosso modo, d'après les premiers calculs préliminaires qu'on a fait, la somme totale des assiettes, alors non pondérées par les risques, c'est-à-dire enfin avant pondération, la somme totale des assiettes légales à la fois d'actifs gérés en gestion sous mandat pour clients couverts et d'actifs, en tenue de registre nominatif pour clients couverts, tels que déclarés par les différentes sociétés de gestion, c'est de l'ordre de 250 000 000 €. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur de la somme qui a été déclarée par les différentes sociétés de gestion. On avait ensuite une question, alors celle-là, je l'ai trouvée un petit peu bizarre, qui demandait si le fait d'exécuter des ordres dans le registre du fonds, c'était assimilable à la RTO. Je ne suis pas complètement certain. Ceci étant dit, ça ne change pas grand-chose, au périmètre d'adhésion, puisque si vous tenez un registre, nominatif de part de fonds et que voilà, vous exécutiez à ce titre-là des ordres de mouvement, sur les parts de fonds, bah, vous tenez un registre nominatif, donc vous êtes adhérent au fonds et il n'y a pas d'assiette légale qui soit basée sur les volumes en RTO. Donc que la réponse soit oui ou soit non, en pratique, ça ne va rien changer, au calcul. Heu, sur les fonds étrangers, par contre, on a une question sur les fonds étrangers, savoir si les fonds étrangers sont concernés. Ségolène, tu veux prendre celle-là?
Oui, les fonds étrangers ne sont pas concernés, pour les fonds qui sont dans le scope de la tenue de registre. Ce sont uniquement les OPCVM français, les OPCVM étrangers ainsi que les FIA par nature de droit français. Donc un FIA de droit étranger, est exclu. OK, merci. On a une question sur la possibilité de refacturer au fond la contribution à la cotisation de fonctionnement. Ça, c'est une question AMF. Je dirais compte tenu du caractère relativement large en fait, des frais, des natures de frais qui peuvent être facturés au fond, la partie cotisation pour frais de fonctionnement, heu, pour pourrait pourrait faire partie des frais comme la contribution AMF d'ailleurs, qui font l'objet d'une refacturation au fond. Ça nous semble beaucoup plus discutable sur la cotisation qui est remboursable puisque vous factureriez quelque chose qui pourrait évidemment sous conditions si c'est pas utilisé ou, sous réserve que vous n'exerciez pas votre activité de manière, enfin sans limite de temps, ça me semble beaucoup plus discutable pour la deuxième cotisation. Alors je suis désolé, je suis en train de regarder des questions qui viennent juste d'être posées, On a une question sur la communication que doivent faire les SGP sur leur site, sur l'existence du régime. Alors, l'information que vous avez à communiquer auprès de vos investisseurs et que vous pouvez très bien formuler sur votre site internet, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation. Les informations qui, à minima, doivent être prévues sur, en l'occurrence sur votre site internet, sont prévues dans l'arrêté. Donc ça va être le plafond d'indemnisation, le périmètre couvert, un avertissement comme quoi, il est question d'indemniser en cas d'incident les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers et des espèces. Donc vous avez les mentions qui, à minima, doivent être disclosées auprès, des investisseurs dans l'arrêté du 5 août 2022. Merci Ségolène. On a une question pour le FGDR. La question étant, à l'instar des dispositifs de gestion des dépôts et de garantie des titres, y aura-t-il des campagnes de contrôle régulières? Michel? Micro, micro. Votre micro. Oui, avec le micro, désolé. Oui, je disais pour la garantie des dépôts et pas pour la garantie des titres, nous procédons à des campagnes de contrôle régulier qui visent à réduire le risque d'exécution et donc le risque opérationnel. Pour cela, il faut encore bâtir un protocole de communication et de communication des informations des SGP vers le FGDR. Donc voilà, c'est une première étape qu'il va falloir traiter. Et ensuite, on verra dans quelle mesure des contrôles réguliers seront nécessaires, qui ne prendront pas forcément la même forme que pour la garantie des dépôts, qui est soumis à d'autres contraintes, notamment de délai. OK, merci beaucoup. Alors après, on a à nouveau plusieurs questions on a une question sur les fonds propres, hein, l'impact des fonds propres de ces cotisations sur les fonds propres viennent-elles augmenter le besoin? Alors si c'est passé en charge, bah, d'une certaine manière, oui, effectivement, ça viendra d'une certaine manière augmenter, la base de frais généraux et donc indirectement le besoin de fonds propres. Après, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour la majorité des sociétés de gestion, pour la moitié d'entre elles, ça sera 0 et 250 € de frais de fonctionnement. Donc je ne pense pas que ça modifie significativement les besoins de fonds propres des sociétés de gestion compte tenu des montants dont on parle. Il y a une campagne sur la fréquence de prélèvement. Alors, c'est bien annuel, hein, sauf, dans l'hypothèse où il devait y avoir un appel exceptionnel, comme mentionné tout à l'heure et ça sera toujours en novembre, enfin en octobre-novembre puisque, l'un des arrêtés, de fonctionnement prévoit normalement une date limite alors que on va dire, on s'efforce, comme tout assujetti, de respecter la loi, qui est fixée au 15 novembre. Donc cette année, c'est le premier exercice, donc c'est un petit peu plus challenging parce que voilà, c'est la première fois qu'on joue cette cinématique, et on est encore en train de recéter les développements qui ont été effectués, mais on va essayer évidemment de tenir la date. Donc retenez que ça sera normalement chaque année entre le 15 octobre et le 15 novembre que vous allez recevoir voilà, la notification des montants par l'AMF.
On a également une question sur les parts de Caride. Les porteurs de parts de Caride sont-ils concernés par la garantie? Alors c'est vrai qu'on l'a pas expertisé de manière précise, mais j'ai envie de dire oui, puisque les porteurs des parts de Caride, alors dans la mesure où les parts de Caride sont détenues par des personnes qui sont couvertes par la garantie, donc par exemple une personne physique, gérant de la société de gestion, bah, ça reste des parts de fonds. Alors elles ont un fonctionnement particulier, mais voilà, ça reste des parts de fonds. Les porteurs sont bien couverts par la garantie et si jamais alors c'est la condition, c'est qu'il y a un événement couvert, c'est-à-dire une perte ou une fraude, sur le registre, sur ces parts-là, qui empêche la société de gestion de les restituer aux investisseurs concernés. C'est pas Ça couvre pas d'autres événements, encore une fois, c'est le régime de mise en jeu, le périmètre de mise en jeu de la garantie est relativement étroit. Heu alors, est-ce qu'on peut et ensuite on a des questions sur les slides. Oui, vous aurez les slides, vous inquiétez pas. Vous aurez les slides. On a une question, alors celle-là, elle est un petit peu bizarre. L'obligation de publication d'un avertissement sur le site internet s'applique-t-il aussi aux fonds dédiés, aux fonds fermés? Alors c'est pas un avertissement, hein, on va dire, c'est une information, des investisseurs sur le fait que ce régime existe et cetera. Mais de la même manière, si vous détenez probablement un compte bancaire dans une banque française, ou européenne, vous avez dû recevoir à un moment où vous recevez, régulièrement un petit one pager qui vous rappelle l'existence du fonds de garantie, le régime et cetera, la manière dont c'est mis en œuvre ou les cas de survenance de mise en œuvre. Donc c'est la même chose en fait, hein. C'est pas vraiment un avertissement, c'est plus une information, les fonds dédiés aux fonds fermés, je dirais à partir du moment où, ils sont en tenue de registre nominatif, maintenant, il n'est pas demandé une information spécifique fonds par fonds, hein. C'est une information générique qui doit figurer sur le site internet de la société de gestion, mais je dirais pour l'ensemble de ces activités, c'est pas une information qu'on demande, à voir figurer de manière individuelle, fonds par fonds ou activité par activité. Alors, toujours sur cette information, à partir de quelle date, devrons-nous communiquer l'information sur le FGDR? Bah, j'aurais envie de dire, c'est un peu une boutade, mais août 2022. Non, blague à part, c'est vrai qu'on n'avait pas communiqué fortement sur cette obligation qui accompagne en fait le statut d'adhérent. C'est vrai qu'on n'a pas envoyé jusqu'à présent de notification individuelle aux sociétés de gestion pour dire: «Vous êtes adhérent», même si la liste est, comme j'ai indiqué, est déterminée. J'aurais envie de dire dans les meilleurs délais, on a bien conscience du fait que, voilà, c'est une obligation qui devrait déjà s'appliquer à vous, mais vous n'avez pas été mis nécessairement en situation de l'identifier de manière précise. Je dirais dans les meilleurs délais, après la réception des notifications de cotisations qui, pour le coup, voilà, vont matérialiser vous concernant le fait que vous êtes bien adhérent au fonds. Heu, je regarde les dernières questions. Je crois qu'on arrive malheureusement au bout du temps qui nous a été imparti. Ah oui, on a une question sur comment savoir quelle adresse email communiquée par l'AMF a été utilisée pour l'envoi du mandat de prélèvement. Alors le mandat de prélèvement, c'est le FGDR qui l'a envoyé, hein, donc vous pouvez peut-être, rappeler en fait de quelle adresse c'est parti et pour que les sociétés de gestion soient. En fait, là, on a utilisé l'adresse en fait qui est dans votre signalétique en Ah! fait, juste c'est, j'imagine que c'est OK. l'adresse, que vous utilisez vous-même pour vos propres, levées de Oui, cotisations? oui, non, tout à fait. Ouais, pardon, j'ai mal compris la question. C'est l'adresse au sein des sociétés de gestion. Mais l'adresse des sociétés de gestion, on va dire, ce sont les adresses que vous avez vous-même indiquées dans Rosa, comme étant les adresses de contact. Donc si, votre signalétique Rosa est pas à jour, bah, effectivement, ça part pas au bon endroit. Donc ce qu'on a fourni au FGDR, c'est les adresses des dirigeants et des RCCI qui sont nos points de contact habituels. Donc si par hasard elles sont pas exactes ou elles sont erronées, là, on n'a pas nécessairement les moyens de le savoir et je rappelle que c'est aux sociétés de gestion qu'il revient de maintenir à jour leur signalétique dans leur espace Rosa. Alors, est-ce que, Peut-être juste pour rebondir, je ne sais pas si vous m'entendez.
Pour rebondir sur cette question, et j'en ai vu une autre où on indiquait est-ce qu'il est possible éventuellement de recevoir le mail du GDR, enfin que le mail GDR, la notification ou du recouvrement soit adressé à plusieurs personnes. Et donc je pense que ça retombe un petit peu sur, sur la même question, c'est-à-dire si dans la signalétique sous Rosa a été indiqué plusieurs points de contact, j'imagine que nous pourrons récupérer à ce moment-là plusieurs adresses pour informer la société de gestion concernée du prélèvement. Ok, merci. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout couvert. On a, enfin, à peu près tout. Il y a encore d'autres questions, mais malheureusement, on arrive au bout au bout du créneau imparti. Il reste quelques questions qui sont des questions un peu de détail ou des choses auxquelles je pense qu'on a déjà répondu. Je balaye les questions. Laissez-moi un tout petit moment. Oui, alors alors ouais, celle-là est intéressante. On a une question c'est plus une remarque qui fait remarquer qu'en cas de fraude, les sociétés de gestion sont couvertes par des assurances responsabilité civile qui du coup vont jouer. Alors on est bien sur 2 mécanismes distincts. Encore une fois, le fonds de garantie n'est pas une assurance. C'est-à-dire oui, effectivement, vous devez il est de bonne pratique d'avoir des assurances responsabilité civile. C'est pas une obligation réglementaire, mais c'est quand même une bonne pratique pour les sociétés de gestion. Maintenant, les assurances, elles ont des plafonds, les assurances, elles ont des clauses d'exonération. Enfin, voilà, vous pouvez très bien, voilà, ne vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Donc évidemment, si jamais survient un événement qui est potentiellement couvert par le FGDR, au premier chef, c'est la société qui doit indemniser son client, qui doit lui restituer les instruments ou les espèces. S'il a une assurance, ça peut jouer également. Là, on est dans un mécanisme de garantie en dernier ressort qui est tous ces mécanismes-là étaient soit insuffisants, soit inexistants. La société est en défaut et à ce moment-là, le fonds de garantie intervient. C'est comme ça que ça fonctionne également sur les autres régimes, hein. Les établissements bancaires, voilà, sont aussi assurés contre, voilà, contre des risques de fraude ou les établissements on va dire, qui assurent la conservation de titres, mais ça fonctionne de la même manière. C'est une garantie en dernier ressort. Peut-être une question qu'on n'a pas eue et on va peut-être conclure par là, puisqu'on s'était dit finalement après discussion avec le FGDR qu'on vous donnerait cette indication, qui est le montant total de la provision cible, on va dire, qui est visée aujourd'hui par le FGDR à moyen terme. On vous a indiqué, vous a été indiqué dans la présentation les montants de provision des autres régimes de garantie des espèces ou des titres. Alors, c'est des montants qui peuvent fluctuer parce que les assiettes couvertes ou les montants couverts, ça peut fluctuer, hein, si jamais on assiste à un fort développement ou au contraire, ou à une contraction je dirais on va dire la gestion sous mandat retail en France ou je dirais des fonds tenus de registre à destination d'une clientèle de particuliers. Donc, c'est des choses qui varient d'une année sur l'autre. Mais on va dire, toutes choses étant égales par ailleurs, vu d'aujourd'hui, les montants qui sont visés par le FGDR en cible sont de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Voilà, à mettre en regard avec ce qui est, voilà, ce qui est visé, ce qui est déjà en place sur les autres régimes, où les montants sont nettement supérieurs. Voilà, tout ça pour essayer de vous rassurer un peu sur le fait que voilà, la cotisation pour frais de fonctionnement, elle sera toujours là parce qu'elle est, je dirais, elle est consommée chaque année par le FGDR pour financer sa structure, son personnel, etc. La partie provision, il y a un moment où le fonds sera entre guillemets doté à hauteur de la cible et sauf survenance d'un sinistre, il n'y aura plus d'appel net des sociétés de gestion, ce qui ne veut pas dire que vous ne recevrez pas chaque année une notification, puisque encore une fois, comme on est sur une logique de stock, chaque année, en supposant qu'une année, il y a un appel net de zéro, c'est-à-dire que le montant de la provision souhaitée, ce soit égal en fait au montant de la provision déjà constituée, à ce moment-là, il y aura quand même des ajustements individuels où, en fonction de votre variation dans la part relative des assiettes, vous aurez soit un appel complémentaire, soit une restitution,
Mais dans l'hypothèse que je viens de prendre d'un appel une année de 0, ben, la somme des restitutions sera égale à la somme des appels complémentaires. Voilà, je pense Très on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des... Oui, Anthony, tu voulais dire un mot de... Non, je vais juste dire en complément que cette cible, nous souhaiterions l'atteindre en 6 années. Merci. J'ai précisé moyen terme sans indiquer de manière détaillée. Voilà, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants pour cette participation. On espère que ce webinaire vous aura été utile. Bah, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours soit nous les adresser, soit les adresser par l'intermédiaire de vos associations professionnelles. Voilà, il ne me reste plus, sauf si quelqu'un veut rajouter un autre mot de conclusion, voilà, qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous.